C'est beaucoup d'analyse, de discussion, de réflexion, jusqu'à arriver à la décision finale. Dans le Brésil, Ronaldinho, Ronaldo. Il y en a pas mal, mais si je dois en sortir un, Mbappé. Ce bonhomme là, c'est pas Zizou. Là, c'est pas Zizou. Là, c'est truc. Je vais faire le choix du cœur, je dirais Ronny, parce que voilà, il a laissé sur son passage un héritage extraordinaire. Lucas peut jouer ici, peut jouer là. C'est le l'attaquant. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce 41e épisode, rien que ça, de Jeux en triangle. Je vous présente l'équipe habituelle, Julien Pereira d'un côté, Geoffrey Stein de l'autre. Bonjour messieurs, comment ça va? On est en jour de France-Belgique. Bah du coup on est un petit peu stressé, on va pas se mentir. Ouais. Je sais pas quel est votre... Slovénie, ouais. C'est la journée national. Attention. On est en lendemain de premier tour de législative. Ouais, donc, beaucoup de choses se mélangent. C'est une journée de l'enfer, on va pas se mentir. Ouais, c'est une période un peu sombre. J'espère que les Bleus vont nous faire plaisir. On va essayer de parler football pour évacuer un peu tout le reste qui est pas très glorieux en ce moment. Alors, on a beaucoup parlé d'Euro. Il y a aussi une autre compétition qui se déroule pendant ce temps. D'ailleurs, juste on peut dire que notre trio Euro pour l'instant il régale. Oui, on est très très fiers de Musiala, Bellingham, Pedri. Je crois qu'on s'est pas trop trompé sur le choix. Vous êtes un petit peu trompé sur votre classement, mais... Attends, on a mis Musiala 1. Oui, après il y a quelqu'un c'est pas qui... parce qu'il a mis un retour. Non, mais c'était magnifique comme moment. Qui porte son équipe. Musiala porte plus l'Allemagne que Bellingham ne porte l'Angleterre sur ce tournoi. Merci Arthur, merci de rétablir. Mais on en reparlera à la fin par contre. Ouais. Et d'ailleurs, il y aura un petit Pedri Musiala en quart de finale. Mais à ce moment-là, je pense que l'Euro sera terminé quand cet épisode sera publié. Avant la finale, si je fais bien mes calculs. finale, Juste avant la finale, ouais, bon. On en reparlera. Mais tout ça pour dire qu'il y a aussi la Copa América qui se déroule en même temps pour les insomniaques qui regardent des matchs à minuit, à 2h du matin. Vous avez dû vous régaler jusqu'ici parce qu'elle est pas mal cette Copa América. Et donc on a fait un petit épisode lié à cette compétition, j'allais dire sud-américaine, mais qui inclut aussi les États-Unis et le Canada, en sélectionnant 3 attaquants sud-américains bien évidemment, qui sont aussi passés par la Ligue 1. J'ai nommé Edinson Cavani, Radamel ou Gargamel Falcao et Alexis Sanchez. Est-ce qu'on la joue transparente de suite? Sanchez, on l'a pris pour le côté aussi Ligue 1, même si son profil diffère un petit peu des deux autres. On avait pensé à Pipita Higuaín, fut un temps. Mais voilà, pour vous donner un petit peu les coulisses de ce choix, Alexis Sanchez aussi, par rapport à l'impact en sélection dont on en reparlera, rentrait très bien dans ce trio. Sans plus attendre, on va pouvoir passer à l'échauffement, messieurs. C'est parti. Allez Geoffrey, je te laisse te lancer. Et ben, je vais commencer avec Edinson Cavani, sans grande surprise pour ceux qui commencent à suivre le podcast en tant que supporter du Paris Saint-Germain. Edinson Cavani, ça sera pas vraiment un souvenir, ce sera plus un son, une impression. Et ça va me permettre de faire un autre hommage à Michel Montana, le speaker historique du Parc des Princes qui s'est retiré là, sur la fin de saison. Et en fait, Edinson Cavani, c'est un de ceux qui a accompagné... un changement chez Michel Montana, c'est que moi quand j'allais au parc quand j'étais jeune, quand il y avait un but, il disait Pedro Miguel, Paoletta, et puis il s'arrêtait là quoi. Alors qu'après il a suivi la mode qui est d'ailleurs venue du speaker de Naples, tout à fait, qui le faisait très bien avec Gonzalo Higuaín d'ailleurs. Ce qui a donné quand même des vidéos assez extraordinaires. Des vidéos exceptionnelles. Ouais. À l'époque en Ligue des Champions c'était incroyable. Et donc il a suivi cette mode-là et maintenant il dit 3 fois le prénom du joueur et le parc reprend derrière. Et c'est vrai que le Edinson Cavani, avec à la fin le Edinson, voilà, c'est vraiment un truc qui est ancré en moi. C'est probablement le premier joueur auquel je pense quand je pense à Michel Montana et cette nouvelle façon, on va dire, de célébrer les buts avec le parc. Jap a déjà annoncé qu'il voulait reparler de cette relation particulière de Cavani avec le Parc des Princes. Bah oui. Et c'est vrai que c'est un truc très important et très fort. Voilà. J'étais en train d'imaginer un jeu en triangle. Michel Montana, Tony Montana, Anna Montana. J'ai pas pu m'empêcher, ça. C'est plus un épisode de Burger Quiz ouais. que en triangle, ça. Je vais passer à mon souvenir sur Alexis Sanchez, qui est un souvenir de suiveur d'Arsenal pour le coup. Ah bon? Ah non, j'en étais sûr. Pas de suiveur de l'OM. l'OM. Couper ton micro quand on bah il est déjà à moitié coupé de toute façon. Donc. Pourquoi souvenir à Arsenal? Parce que c'est un transfert qui m'avait procuré un plaisir à l'époque. Je crois que c'est 2000, j'ai ça dans mes petites fiches, 2014.
C'est un transfert un petit peu retentissant, le mot est un petit peu fort, mais c'est un vrai transfert marquant dans l'histoire d'Arsenal qui suit le transfert de Mesut Ozil la saison précédente. Et moi, c'est une époque où, en tant que supporter un petit peu désabusé des Gunners, puisqu'il ne se passait pas grand-chose à Arsenal ces années-là, je commençais vraiment à reprendre espoir. Parce qu'il s'est passé d'autres choses à Arsenal après. Alexis Sanchez, à titre individuel, a complètement répondu aux attentes parce que je l'ai trouvé excellent chez les Gunners. Il en a rajouté qu'à titre collectif, ça n'a pas fait passer un cap aux Gunners et qu'il s'est passé ce qui se passe souvent quand il y a un joueur qui excelle à Arsenal, c'est-à-dire qu'il part à Manchester United pour gagner des trophées. Et ce qui s'est ensuite passé à Manchester United, ce qui se passe souvent avec des joueurs quand ils arrivent à Manchester United, c'est qu'ils deviennent nuls. C'est un autre point commun des 3 d'ailleurs. C'est vrai. Tout à fait. Les 3 passent à Manchester. C'est vrai. Ah oui, j'ai même pas capté. Alors il y en a T'as bien préparé l'émission. au Arthur, ça fait minimum plaisir. 2, parce que même Sanchez, Non, en mais fait, les les trois, 3 sont les passés trois. à Manchester, les 3 c'était 4. Ah ouais. Je crois que je suis au bout de mon souvenir, ouais, parce que C'est là on toi s'est qui un peu sais. perdu, mais je te passe la balle, Jap. Souvenir très personnel comme d'habitude. On est en 2010, donc Falcao est à Porto. Je ne suis pas encore majeur et mon oncle, qui est supporter du FC Porto tout comme moi, me propose d'aller voir un Classico contre Benfica. Sauf que comme je suis pas encore majeur, j'ai pas de fric. Je suis encore sous l'autorité de mes parents et surtout je suis encore à l'école. Et en plus, il y avait une autre chose, c'est qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de tensions entre les supporters du FC Porto et de Benfica. Enfin, c'était vraiment très tendu. Il y a des affrontements hyper graves, etc. Autant d'arguments qui m'ont poussé à décliner cette invitation. Aïe, aïe, aïe. Ce que j'ai regretté, puisque ça a débouché sur le Classico, l'un des plus grands Classicos de l'histoire. Victoire 5-0 de Porto avec un doublé de Falcao, dont un but extraordinaire que je vous invite à aller voir et revoir. C'est une sorte de Madjer en extension sur un centre de Fernando Bellucci. Est-ce que vous vous souvenez de Fernando Bellucci ? Non. Monica Bellucci, oui. C'était le but du 2-0 et c'est un but fantastique et c'est le début de mon grand amour pour Radamel Falcao. Mais juste Fernando Bellucci, il a joué où sinon Il est parti ensuite à la Fio, si je dis pas de bêtises. D'accord. Mais en gros, c'est le mec qui a profité de l'équipe Villas-Boas. Et après, on n'en a plus jamais entendu parler. Ok. Pour le coup, j'avais Parce que aucun je l'ai souvenir pas de ce du tout, ouais. type. Joueur soyeux. Ok. Qui aujourd'hui aurait sa place en équipe d'Italie, mais bon. Oh, aïe, 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 C'est pas le seul. aïe, 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 aïe. Ouais, c'est vrai qu'on enregistre quelques jours après, on peut le dire, la piteuse élimination Je pense italienne. que l'adjectif Contre est la très bien Suisse. choisi. Voilà. On est bon, messieurs, on va pouvoir On est bon. passer au match. On va faire un match, mon gars. Un match de chez match, on appelle ça. Allez, on commence, vous en avez l'habitude, par ordre alphabétique avec Edinson Cavani, 37 ans aujourd'hui. Je peux te lancer un défi, Arthur, Ouais. vu que c'est toi qui gères le montage. À chaque fois qu'on dit Edinson, tu mets vraiment juste le petit Ouais, sonore ça- de Michel Ça va pas Montana. être chiant du tout, ça. Ça va pas être chiant. Edinson Cavani, 37 ans, 1m84, qui commence son parcours professionnel au Danubio FC pendant 2 saisons. Ensuite, il rejoint Palerme en Serie A pour 3 ans. Ensuite, Naples pour 3 ans. Le PSG pour 7 belles saisons. Ensuite, il y aura United pendant 2 ans. Le FC Valence pendant 1 an. Et il est actuellement sous contrat avec Boca Juniors. On aura l'occasion de revenir sur, évidemment, son parcours au Paris Saint-Germain. Mais je voudrais commencer par Son parcours à c'est- Danubio. plutôt- Ah plutôt voilà, mince. Pas préparé ça. l'analyse tactique de ses premiers matchs au Danubio FC. Jap, tu les as regardés. Non, plutôt par la partie italienne parce que je trouve qu'il y a un côté extrêmement romantique et à la fois passionnel, mais surtout romantique dans son passage en Italie. D'abord avec le Palerme de Javier Pastore, ne l'oublions pas, et ensuite avec le Naples de Lavezzi Prime de Marek Hamsik. Voilà, il y a un côté très très sympa quand on se souvient de Cavani à cette époque-là. Oui, alors que quand il arrive à Palerme, ça se passe pas très bien sa première saison au début. Il est très maladroit, alors je pense que sa maladresse, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, mais la première saison se passe pas très bien et c'est son président de Palerme qui lui a fait confiance et qui a poussé son entraîneur à le replacer dans un rôle qui lui sied mieux. Et c'est là que ça a commencé à bien se passer, c'est là qu'il a commencé à mettre des buts et ensuite à être transféré à Naples. Et puis Naples, c'est vraiment le moment où ce club-là, qui était tombé dans les bas-fonds du football italien au milieu des années 2000, parce que c'est un club qui tombe en faillite, je crois en 2004,
qui se relève progressivement en repartant de la 3e division italienne et qui va retrouver la Serie A à la fin des années 2000 et qui, avec cette génération dont tu parlais, Cavani, Lavezzi, Hamsik, avec Walter Mazzarri sur le banc, va retrouver le haut niveau, va gagner une Coupe d'Italie en 2012 où il marque le premier but contre la Juve en finale. Sur penalty, je crois. Sur penalty, tout à fait. Et c'était le premier trophée depuis 90 pour ce club-là. Ouais. Donc c'est vrai qu'il emmène ce club qui est en effet, comme tu le dis, très passionnel, avec un public très chaud, un stade vraiment mythique depuis les années Maradona. Il remet ce club sur la carte du football italien et européen et il participe à une très très belle aventure à ce moment-là qui en effet, je pense, a marqué beaucoup de suiveurs du foot à cette époque. Je trouve qu'il nous a marqué à Naples, mais ailleurs ensuite, par ses performances en Ligue des Champions aussi qu'ils ont retrouvées, comme on commençait à le dire. Je crois qu'ils n'avaient pas joué la Ligue des Champions depuis... je crois qu'ils n'avaient pas joué la Ligue des Champions sous l'ère moderne avant son arrivée. Quand ils sont... Depuis les titres de champion avec Maradona. Ouais. Donc, je trouve qu'à ce moment-là, on commence à découvrir un Cavani forcément plus médiatisé puisque performant en Ligue des Champions. D'ailleurs, ses stats en Ligue des Champions elles sont très intéressantes. 35 buts en 70 matchs, c'est quand même costaud. Et donc, on est passé un peu vite sur la partie italienne, mais on ne va pas non plus trop s'y attarder. Il y a cette arrivée au PSG dont il est actuellement toujours 2e meilleur buteur de l'histoire avec 200 buts tout rond. Geoffrey, je vais peut-être te lancer là-dessus. C'est très difficile, je trouve, à analyser le passage de Cavani. On a eu du mal, quand il est parti, je trouve, à faire des bilans sur son passage, parce qu'il y a ce côté statistique, et il y a ce côté aussi toujours remise en question. Je te laisse la parole là-dessus. Ouais, c'est vrai que c'est assez difficile, parce que en effet, la place qu'on va donner à Cavani dans l'histoire est assez compliquée à analyser pour, à mon sens, 2 raisons. C'est-à-dire que à la fois, il a une image très clivante chez les supporters, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entre-deux. Il y a les gens qui vont vraiment l'adorer pour son côté, ce gars a mis 200 buts pour le club et donner tout quand il était sur le terrain, ou en tout cas donner l'impression de tout donner. Et il y a ceux qui étaient frustrés par son déchet, ses ratés, ses loupés techniques dans les combinaisons avec les autres, et une forme de réalité sur son investissement au club. Qui finalement n'était pas si irréprochable que ça. Il arrivait souvent en retard au retour des trêves hivernales. Il y a cette histoire où il ne prolonge pas son contrat pour jouer le Final 8 après le Covid, le Final 8 de Ligue des Champions. Il a revendiqué à des moments des choses dans la presse, parfois avant des matchs de Ligue des Champions assez importants. Donc voilà, c'est une histoire qui est vraiment pas simple. Et donc du coup, je pense qu'en effet, ça biaise la perception qu'on a. Et en plus, il y a ce côté, ça n'a jamais été le mal alpha, à part une saison, la saison 2016-2017, où il met quasiment 50 buts. Celle après le départ d'Ibra, c'est ça? Ouais, exactement. Entre Ibra et l'arrivée de Mbappé et Neymar, la saison de la remontada, pour le coup, on ne peut pas lui reprocher grand-chose sur cet événement. Surtout que c'est lui qui est censé te tuer le match. Voilà, c'est lui qui a tué le match. Ouais. et donc, du coup, c'est assez difficile à analyser. Et je pense qu'encore aujourd'hui, on a du mal à le situer. Tu vois, même par exemple, par rapport à Ibrahimovic, c'est assez compliqué de le situer dans l'histoire du PSG. Il y a eu quand même En fait, c'est parti un petit peu bizarrement avec Cavani. Ça a commencé un petit peu bizarrement. Il arrive sur un transfert à 65 millions, ce qui est énorme à l'époque. Bien sûr, il est connu, mais c'est pas non plus la superstar à ce moment-là. Il arrive, il y a Zlatan, il joue à droite. On voit bien que c'est pas le rôle qui est fait pour lui. Et on se dit que toute la débauche d'énergie qu'il y a pour le replacement défensif, pour harceler, etc., lui coûte aussi beaucoup sur ces moments où il faut finir, quoi. En fait, je pense que je finis là-dessus. Je pense qu'il arrive à un moment de transition parce que c'est toujours Leonardo qui est directeur sportif, mais il va partir parce qu'il y a cette histoire contre Valenciennes où il pousse un arbitre et il va se faire suspendre par la fédération. Il y a un changement de coach puisque Ancelotti est remplacé cet été-là par Laurent Blanc, qui commence en 4-4-2 dans l'idée, je pense, d'associer Ibrahimovic et Cavani dans l'axe, et qui va vite passer en 4-3-3 parce qu'il voit bien que le centre de gravité de son effectif il est là, et c'est là que va s'installer le Mota Verratti Matuidi qui va porter le PSG pendant 3 ans. Et donc du coup c'est ça aussi qui fait que Cavani se retrouve un petit peu à payer les pots cassés de tous ces changements qu'il y a en interne. Mais c'est vrai que c'est marrant parce qu'on a commencé à parler de Zlatan. Il arrive, donc vous l'avez dit, il y avait Zlatan. Pendant qu'il est là-bas, Mbappé, Neymar arrivent. Sur la fin, il y a Icardi qui arrive, qui est bon au début. Et ça, c'est un truc quand même
la concurrence qu'on vient lui mettre dans les pattes, quelque chose qui va le suivre tout au long de sa carrière, même quand il est à Manchester, retour de Cristiano Ronaldo. Donc, je sais pas, c'est un peu le truc de l'œuf et la poule. Je sais pas si parce que Cavani n'est pas assez performant tueur, on vient lui mettre tous ces joueurs-là dans les pattes, ou si parce qu'il n'est pas assez tueur, non, c'est même l'inverse, ou parce qu'on vient lui mettre tous ces joueurs-là dans les pattes, il est forcément un peu moins le centre de gravité de ses équipes. Parce que, et puis même sur son positionnement, le fait d'avoir vu aussi souvent un joueur tel que lui être mis sur un côté, alors que clairement, en termes de profil technique, c'est tout sauf un joueur qui a les capacités pour jouer sur le côté. Il y a les courses défensives. Quoi. Ouais, voilà, mais c'est, je veux dire, une fois que tu as dit ça, techniquement, c'est pas un joueur de percussion, c'est pas un joueur de 1 contre 1, c'est un joueur de surface. Donc, je suis assez étonné et je pense, pour ne pas trop devancer non plus ce qu'on va dire sur Falcao derrière, mais j'aurais aimé que Cavani ait la carrière de Falcao en termes de CV, et je pense qu'il se serait bien mieux épanoui, et on le voit très bien d'ailleurs avec ses débuts. Palerme, Naples, ça se passe extrêmement bien, c'était le cœur des équipes, et derrière, dès qu'il y a eu plus de concurrence et que l'équipe n'était pas bâtie autour de lui, on reste un petit peu sur notre fin. Oui, puis il y a... Pour le coup, à ce moment-là, le projet du PSG était assez clair. On voyait quand même ce que le PSG voulait construire, il y avait quand même de la cohérence dans le recrutement, même si les sommes étaient incroyables. Mais oui, sur ce profil-là, après, c'était tellement compliqué de trancher avec Zlatan, parce que même si il commençait à être vieux, il était toujours méga important en termes statistiques, mais aussi en termes de statut dans le vestiaire, etc. Et je pense que le PSG était obligé de ne pas brusquer, de ne pas précipiter le départ de Zlatan. Et c'est ce qui a fait que Cavani a dû attendre aussi longtemps avant de vraiment de s'installer dans l'axe, quoi. On va peut-être, on a commencé à le faire, mais parler un peu plus de son profil, de son jeu. Moi, il y a un truc qui me marque, et je pense que j'invente rien, c'est évidemment sa qualité de frappe en première touche de balle. Enfin, en une touche, quoi. On a parlé de son déchet technique, etc. Mais les reprises, que ce soit de la tête, les reprises de volée, les frappes en une touche, là-dessus, je trouve qu'on a un modèle chez les numéros 9. Ouais, clairement, je suis d'accord avec toi. Beaucoup de buts très spectaculaires dans ces situations-là, des volées incroyables. J'en ai une en finale de la Coupe de la Ligue contre Monaco en 2017, là, qui est vraiment un modèle du genre. De la tête très très fort. Il y avait un peu le running gag du fait qu'il coupait au premier poteau chaque corner du PSG et que ça faisait but une fois sur deux. Et puis j'ai un souvenir qui a failli être mon souvenir d'échauffement, c'est le but, désolé Jap, mais contre le Portugal en 2018, qui est pour moi un but incroyable, parce que pour le coup, il symbolise limite tout ce qu'on n'imagine pas de Cavani, c'est-à-dire que ça part d'une transversale de 50 mètres, et c'est un 1-2, on va dire, de 70 mètres avec le Suarez qui lui remet le centre, et lui derrière il met une tête incroyable, alors que le centre il est surpuissant, il met une tête incroyable dans la lucarne. Ce but-là m'a vraiment scotché, où je me suis dit, ah ouais, mais Cavani quand même, on prend trop pour acquis et on sous-estime trop ce qu'il est capable de faire, y compris dans le jeu. C'est-à-dire qu'en effet, il y avait beaucoup de déchets. Dès qu'il était dos au but, c'était compliqué. Dès que tu lui demandais de jouer dans les tout petits périmètres, c'était galère. Mais quand même, c'était loin d'être un manchot avec le ballon. Il était capable de mettre des bons centres, capable de mettre aussi des passes intéressantes. Donc voilà, je trouve qu'on a fait un petit peu un délit de mauvais pied, on va dire, avec Cavani. Et puis, il avait une énorme qualité d'appel aussi. Oui. Ah ouais, la qualité de ses appels était incroyable. Et justement, son match contre le Portugal en Coupe du Monde 2018, c'est que ça, en fait. C'est juste que le mec se déplace trop bien et que tu peux pas le suivre. C'est exactement ça. Oui, et puis sa finition, elle est extraordinaire aussi sur ce but-là. Mais si effectivement il y a eu des loupés dont on se souvient tous très bien, c'est aussi parce que ce mec-là se procurait énormément d'occasions, et il se procurait énormément d'occasions parce qu'il savait se démarquer et il savait faire très bons appels. Et surtout, c'était pas une charrette, hein. Il avait un profil physique imposant, mais fallait le suivre quand même. Ah ouais, en termes de pointe de vitesse, je pense que c'était pas mal. On a parlé un petit peu, très brièvement de la sélection. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on retrouve certaines choses qu'on a retrouvées en club, à savoir, c'est encore lui le sacrifié pour Luis Suarez, c'est lui qu'on met sur un côté, Suarez en pointe. Il y a cette victoire en Copa América 2011, sauf qu'il passe la quasi-totalité du tournoi blessé. Il revient pour la finale, mais il marque pas. Et je trouve que ça symbolise un petit peu sa carrière, à savoir que ça manque de moments forts. Ça manque de... On se souvient de Cavani pourquoi, en fait ? Pour certains buts, pour, une domination avec le PSG, des statistiques, sa place dans l'histoire statistique, encore une fois, du PSG. Mais quel moment marquant d'Edinson Cavani on garde en tête ?
quel titre très marquant garde, je trouve qu'il manque ça pour le classer. C'est au point que j'avais oublié qu'il était titulaire en 2010 par exemple. Tu vois, où j'avais retenu vraiment l'Uruguay de Forlán et la main de Suarez contre le Ghana, etc. Mais alors Cavani est titulaire à tous les matchs, mais c'était complètement passé à côté. Et tu vois, ils vont quand En même même temps, la Coupe du Monde de Forlán. Oui, voilà, elle est exceptionnelle, mais ils vont en demi-finale et tout. Et pour le coup, j'avais aucun souvenir de Cavani pendant cette Coupe du Monde. Et je pense que l'occasion ratée, c'est 2018. Vraiment, il fait un match monstrueux contre le Portugal en 8e. Et il est blessé et forfait pour le quart contre la France. Et donc, du coup, voilà, on ne saura jamais vraiment ce qui se serait passé. Mais tu as l'impression qu'il était dans une forme de plénitude à ce moment-là, qui aurait pu l'emmener et emmener l'Uruguay un peu plus loin. Autre point, puisqu'on l'a dit en introduction, sa carrière n'est pas terminée. C'est quand même un petit peu laborieux ce qui se passe pour Cavani actuellement. Depuis son départ du PSG, à United, on l'a dit, Ronaldo est venu se mettre entre ses pattes. Il y a eu aussi des blessures. Ensuite, Valence, il y a une saison pas blanche, mais vraiment très peu prolifique. Et puis là, Boca Juniors, j'ai l'impression que même à Boca Juniors, il n'est pas titulaire. Je crois que la dernière saison se passe mieux que la précédente. C'est à se demander si Benedetto n'est pas devant lui dans la hiérarchie. Mais grand respect pour Benedetto quand même. Donc là-dessus, il souffre de la comparaison avec les deux autres, surtout avec Alexis Sanchez d'ailleurs. Oui, déjà il y a eu cette fin que Geoffrey évoquait avec le PSG où c'était absolument pas à la hauteur de sa place dans l'histoire, même si effectivement il n'y a pas eu très grand moment marquant de Cavani en termes de symbole. Il n'y a vraiment d'adieu, quoi. C'est un peu moche. Et il n'y a pas eu d'adieu, alors qu'à l'époque, il est le meilleur buteur de l'histoire du club. Et puis, comme le disait Geoffrey, il y a quand même une vraie partie des supporters qui vraiment l'adorent. Donc il y a ça. Ensuite, il y a ce transfert, ce départ à Manchester, où Manchester, on ne comprenait rien au projet. Ouais. D'ailleurs, on ne comprend toujours pas, mais à l'époque, on comprenait encore moins. Donc c'était évident que ça allait mal se passer. Il arrive à Valence, alors je crois qu'il est évoqué à Villarreal, si je dis pas de bêtises. On évoque même aussi un prêt à Atlético. Enfin bref, ça va dans tous les sens. On sent qu'à ce moment-là, il n'y a plus vraiment d'objectif pour lui en fait dans sa carrière à titre personnel et qu'il se laisse un petit peu balader quoi. Ouais, puis là, il a pris sa retraite internationale. Juste pour rendre à César ce qui appartient à César, on a déjà parlé de ses stats, mais voilà, pour finir sur une bonne note quand même sur Cavani, 687 matchs, 386 buts et 75 passes décisives en carrière. En sélection, c'est 136 sélections, 58 buts. Et il fait partie des 3 joueurs, alors là, ma source c'est Wikipédia. Il fait partie des 3 joueurs de l'histoire à avoir marqué 100 buts dans 2 championnats différents avec Zlatan Ibrahimovic et Pipita Higuaín, qu'on a failli mettre dans cet épisode. Donc, ouais, c'est possible. Et puis il y a ça. En y réfléchissant comme ça de tête. Ça m'a surpris cette stat en la lisant sur Cristiano n'est pas à 100 buts en première ligue du coup. Non, en première ligue, non, moi c'est plus la Juve que. Ouais, moi aussi ça me surprend. Ah ouais, bah non, la Juve il fait quoi? Il fait 3 saisons. Mais. Il fait pas assez de temps à la Juve. C'est juste un championnat, on est d'accord? C'était en championnat, donc si t'enlèves les buts de CR7 en Ligue des Champions. Mais voilà, donc Edinson Cavani, on a souligné un petit peu sa maladresse, mais ça reste un goléador, je dirais même un matador, comme il était surnommé. C'est à Naples qui devient matador d'ailleurs. Oui, tout à fait. Voilà. Del Matador, on va passer à Gargamel. Ah ouais, super. Vraiment sympa. Radamel Falcao. Radamel Falcao, donc 38 ans, 1m77. Alors lui, il est formé évidemment le Colombien en Colombie, Millonarios, sauf que son parcours professionnel, il le commence en Argentine, du côté de River Plate, où il va jouer entre 2004 et 2009. Ensuite, il y aura ces 2 saisons dont je viens parler un petit peu plus tôt, au FC Porto entre 2009 et 2011, l'Atlético de Madrid entre 2011 et 2013. Et ensuite, alors, il est sous contrat 6 ans avec Monaco entre 2013 et 2019, mais entre-temps, il y a 2 prêts complètement ratés, à United en 2014-2015 et Chelsea en 2015-2016. Ensuite, donc, il va terminer en beauté son aventure à Monaco, puis rejoindre Galatasaray pour 2 saisons et le Rayo Vallecano pour 3 saisons. Et là, donc, il est parti en fin de contrat de Vallecano pour finir là où il a commencé en junior avec Millonarios. On t'a pas pris des joueurs cadeaux sur les CV. Ouais, c'est long, c'est vraiment. Et le pire est à venir. C'est vraiment très long. Ouais, c'est un carnage avec Sanchez aussi. Ouais. Radamel Falcao, donc. Alors, là, clairement, moi, quand je pense Falcao, je pense Ligue Europa. C'est le roi de la Ligue Europa. Pourtant, il a joué 3 éditions, je crois, dont une où il joue presque pas. Mais il en a joué vraiment 2 éditions pleines, 2 années de suite, 2 victoires de suite.
Je l'ai Porto noté 2011. quelque part. 31 matchs de Ligue Europa, 30 buts. Tranquille. Le roi de la Ligue Europa. Je trouve que c'est fort d'incarner une compétition comme ça. On commence par là. Oui, la première, celle avec Porto. En plus, ce un qui est décès. marrant, c'est que donc il est dans cette fameuse équipe que Villas-Boas a qualifiée de pornographique plus tard. Et ce qui est marrant, c'est qu'en championnat, c'est plutôt Hulk qui est le buteur de l'équipe, même si lui marque des buts, mais c'est Hulk qui finit meilleur buteur du championnat. Et alors qu'en Ligue Europa, c'est lui qui fait tout le job. Je crois qu'il fait quadruplé plus triplé en quart et demi, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a des trucs de fou comme ça. Ouais. Il marque en finale, c'est lui qui gagne la finale. Donc vraiment, c'est sa compétition. Et globalement, c'est toujours, on va en reparler, mais c'est toujours en Europe, je trouve que lui justement avait vécu ses moments forts. On va en reparler avec Monaco, mais Porto c'est ça, l'Atlético c'est ça aussi, mais pas que. Mais ouais, il avait vraiment un vrai attrait pour l'Europe et c'est là qu'il aimait se montrer, quoi. C'est vrai que vu que nous, en tant que suiveurs du français, on n'avait pas forcément énormément d'images de Falcao quand il est arrivé en Ligue 1. C'était pas encore la période où on était inondé sur les réseaux de toutes les images des joueurs. On était un peu dans cet entre-deux. Et donc c'est vrai qu'on le connaissait, mais pas énormément. Et en fait, quand il arrive à Monaco, on a cette image un peu de monstre qui est un peu inévitable, qui va marquer des buts tout le temps, par ce biais de la Ligue Europa, où là on le voyait un petit peu plus. Et on le voyait s'exprimer à un très haut niveau européen. Et on se disait, mais c'est quoi cette machine à marquer ? Et c'est vrai que quand il arrive à Monaco, il y a un côté, waouh, on arrive à récupérer ce joueur-là dans le championnat de France. On avait même un peu de mal à y croire, je trouve, Ouais. dans mon souvenir. Ouais. D'ailleurs, c'était mes débuts à 3-6-5, moi. Bref, peu importe. Bah, le Mais- Rames Falcao, c'était vraiment Mais un on se bordel disait, quand c'est ça pas arrive, possible, quoi, que ce mec-là de cette dimension-là arrive à Ouais. Monaco, c'était complètement dingue. Et d'ailleurs, pour finir sur la partie européenne, il met aussi ce fameux triplé en une mi-temps contre Chelsea en Super Coupe d'Europe que j'avais complètement oublié. Donc lui, contrairement à Carini, il est quand même bourré de moments forts et il a été très acteur de des moments forts collectifs de sa carrière. Je trouve que c'est très intéressant dans son parcours. Et donc, ouais, il y a cette arrivée à Monaco avec beaucoup d'attentes parce que Porto, 82 matchs, 72 buts. Atlético, 91 matchs, 70 buts. On a rappelé ses stats en Ligue Europa. Il arrive à un rythme d'enfer. Et là, il va traverser un espèce de tunnel de 3 ans avec une première saison très mitigée à Monaco, puis 2 saisons après catastrophiques à Chelsea et Manchester. Et je trouve ça d'autant plus fort de limite recommencer une deuxième carrière et de vraiment, j'ai pas explosé parce qu'il avait déjà explosé, mais vraiment réussir finalement son passage à Monaco avec évidemment une saison qu'on a tous en mémoire, cette saison 2016-2017 où il est champion avec l'AS Monaco, 95 points devant le PSG et demi-finaliste de Ligue des Champions, saison de dingo. Oui, alors il y a eu une blessure qui a vraiment changé sa carrière, c'est celle en Coupe de France, où il se Stade Germain. flingue comme par hasard, où il se flingue On est coupable. le ligament, et quand il retrouve un super niveau sur cette saison-là, là, 2016-2017, on se dit on a retrouvé le Falcao d'avant, alors qu'en fait c'est pas vraiment le cas, c'est plus du tout le même joueur. Il est moins mobile, il est peut-être un petit peu plus clinique, mais c'est pas les mêmes déplacements. Il a vraiment changé, il a vraiment évolué après cette blessure-là. Mais effectivement, il a réussi à reformer un super duo, pas que d'ailleurs, parce que c'était un super collectif, mais ça marchait très bien avec Mbappé. Et il y a des prestations pour le coup dont on se souvient très bien, contre Manchester City notamment. Ouais, son lob notamment à l'Etihad Stadium, moi, c'est un geste qui m'a vraiment marqué. Très très beau but, enfin, son enchaînement est incroyable. Et c'est vrai que cette saison-là, je sens que Leonardo Jardim, dans cette idée d'installer son 4-4-2, il y a pas mal de joueurs qui sont mis dans les meilleures dispositions grâce à ce système, et je pense que Falcao c'est vraiment le meilleur exemple. Il a une époque de sa carrière où il ne peut plus vraiment jouer tout seul devant, et il accompagné au début de saison d'ailleurs de Valère Germain, qui fait un bon début de saison avant l'explosion d'Mbappé. Voilà, c'est vraiment la capacité à faire renaître ce joueur, et je pense que Leonardo Jardim y est vraiment pour beaucoup d'avoir réussi à installer ce duo. Et en effet, la complémentarité était impeccable entre les deux, entre le feu follet tout jeune qui arrivait avec son insouciance et le gars d'expérience, capitaine, qui était devenu un vrai leader de terrain et de vestiaire et qui a vraiment aidé à porter cette équipe. Tu parlais de son piqué contre Manchester City, je trouve que c'est une marque des fabriques de Radamel Falcao, ce genre de but. J'en ai un en tête avec l'Atlético en Liga, avec une époque où ils ont eu souvent des maillots extérieurs comme ça, mais ils avaient le maillot bleu marine un peu à l'extérieur. Bref, un très beau ballon piqué, je trouve que c'est vraiment une de ces marques de fabrique. Et ça symbolise un joueur qui est avant tout, même si c'était intéressant parce que j'avais pas forcément cette nuance sur l'évolution du jeu Falcao. Moi personnellement, je l'ai toujours considéré comme
avant tout un pur attaquant de surface, un pur numéro 9, racé, vraiment le vrai 9 de ce trio, je trouve. Oui, disons que ça a toujours été un très grand finisseur, mais qu'avant il était beaucoup plus mobile. Et surtout pour moi, ce qui faisait vraiment sa caractéristique, c'est que c'est un joueur qui avait un sens du timing assez extraordinaire. C'était un super joueur de tête. Il n'était pas très grand, mais vraiment de la tête, c'était un très bon, un excellent finisseur. Et puis j'ai le souvenir d'un nombre incalculable de volées, de bicyclettes, etc., de buts spectaculaires, qui pour moi faisait vraiment que Falcao c'était une référence dans ce domaine-là. Et j'ai même le sentiment qu'à une époque, derrière Cristiano Messi, au début des années 2010, pour moi c'était vraiment l'attaquant numéro 1, quoi. Et la saison où il finit 5e du Ballon d'Or, en gros il y a Cristiano Messi et Xavi Iniesta. Donc ça place quand même le niveau qu'il a été capable d'atteindre à un moment au pic de sa carrière. Je trouve qu'au-delà de ce côté spectaculaire, ce qui le rapproche un peu à mon sens de Cavani, c'est qu'il y a un côté très humain, ce qui n'est pas tout le temps le cas chez les attaquants. Quelqu'un que tu pouvais voir un peu en proie au doute, qui pouvait avoir des phases où il n'y a rien qui rentre pendant 2, 3, 4 matchs. Et tu sentais vraiment que c'est peut-être aussi finalement assez commun aux Sud-Américains, peut-être un peu plus qu'aux Européens. Mais voilà, tu sentais quelqu'un qui pouvait être très touché par ses émotions. Et que c'était pas un tueur de sang-froid comme on a pu voir plein d'attaquants qui le sont dans l'histoire. Ouais. Et je trouve que ça dénote déjà de quelque chose de très où on peut s'attacher à ce genre de personnage. Et en même temps, ça explique, je trouve, certains moments qui ont été plus compliqués, notamment après sa blessure. Je pense que quelqu'un qui a eu du mal à retrouver une forme de confiance en lui, en son corps. Et voilà, c'est pour ça que ça a été aussi difficile de revenir à son meilleur niveau. Ouais, dans ce côté sud-américain que tu évoquais, il y a le côté passion aussi qui revient beaucoup dans les trois dont on parle, même tout simplement dans la manière de célébrer les buts aussi. Moi, c'est ce que j'adore chez les attaquants sud-américains, c'est que tu as l'impression qu'ils jouent leur vie à chaque but qu'ils marquent. Et il y a le côté aussi, alors il avait de bonnes qualités techniques, mais il y a aussi ce côté un petit peu laborieux, notamment dans la surface. Tu avais beaucoup de souvenirs de buts spectaculaires, etc. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs de buts un peu laborieux, où le contrôle de base il est un peu raté, mais il a le contre favorable parce qu'il a plus faim que le défenseur, et il s'arrache et il met un bout du pied. Tu parlais de ses têtes aussi, je me refaisais des compiles de buts là avant qu'on enregistre. Il vient mettre des têtes par moment à des endroits où certains attaquants n'auraient pas mis le pied étant donné les sorties des gardiens. Voilà, c'est un mélange de plein de choses, Falcao, entre des gestes techniques en termes de finition de très grande classe, réservés à vraiment une élite d'attaquants dans le monde, et un côté, encore une fois, très bagarreur, très laborieux. Et moi, cette association-là, vraiment, je crois que c'est ce que je préfère chez les attaquants. Puis il y avait peut-être une dimension tactique que je trouve un petit peu plus importante chez lui que chez Cavani et Sanchez. Cavani et Sanchez savaient se rendre importants pour le collectif par leur activité. Falcao avait quand même plus une fibre sur le jeu en déviation, sur participer vraiment à la construction, qu'il a un petit peu perdu, je trouve, après sa blessure justement, mais qu'il avait vraiment à la base. Et c'est pour moi aussi ce qui le démarque des deux autres. Lui aussi a quand même pas mal de mal à terminer sa carrière. On en parlait de Cavani. Lui, pour le coup, son profil fait que les années passant, tu as du mal quand même à continuer de peser. Et je pense que c'est très bien qu'il retourne chez lui en Colombie, où certainement ce sera un niveau plus abordable, parce que là, même sur la fin, avec le Rayo Vallecano, il était plus titulaire, il rentrait 15 minutes en fin de match. Tu sens que voilà, ces joueurs-là, quand physiquement ils peuvent plus, ça devient quand même un petit peu compliqué d'être influent. Peut-être un dernier point. Ouais. C'est celui que tu vas évoquer, c'est en sélection nationale. Exactement. Ouais, pour moi, c'est encore un point commun justement avec Cavani. Ouais. Il a mis beaucoup de buts avec la Colombie, mais finalement, il n'a pas de moment fort avec la sélection. Parce que finalement, ce qu'a vécu l'Uruguay en 2010, à une autre échelle, la Colombie l'a un petit peu vécu en 2014. Sauf que ce qui incarne ce souvenir de la Colombie 2014, c'est James Rodriguez. Et surtout, lui, il n'est pas là pour blessure. Et surtout, lui, il n'est pas là pour cette fameuse blessure. Ah non, c'est pas pour cette blessure-là d'ailleurs. Si, c'est pour celle-là. Donc voilà, c'est un autre parallèle qu'on peut faire avec Cavani. Il a mis beaucoup de buts avec la Colombie, mais il n'a pas été là dans les moments très forts de sa sélection. Lui, pour le coup, il n'a jamais passé un tour à une nation directe, que ce soit en Copa América ou en Coupe du Monde avec la Colombie. Donc on est vraiment au niveau en dessous, quoi. Ouais, je crois qu'il gagne une Copa América des moins de 20 ans au tout début, ce qui laissait présager éventuellement une belle carrière internationale. Mais effectivement, à l'arrivée, c'est un petit peu décevant, même si pour le coup,
Là où Cavani a eu quand même des générations de joueurs uruguayens très intéressantes, lui en Colombie, oui, il y a eu Rames. C'était mais, le niveau un peu en dessous, ouais, ouais, c'est il sûr. n'y a pas eu des équipes de... J'aimerais qu'on n'oublie pas Jackson Freddy Guarin quand même, S'il s'il vous plaît. Petit hommage à Martin Mosnier. Quand même. Et Jackson Martinez, ouais. Jackson Martinez que Porto a pu vendre à Atlético parce qu'il y a eu Falcao. Hein. S'il n'y avait pas eu Falcao, Jackson Martinez n'aurait jamais eu cette carrière. La filière colombienne au Portugal, et on parle pas de drogue, on parle bien de football. On va passer au dernier membre de ce trio, Alexis Sanchez. Alexis Sanchez, 35 ans, 1m69. Allez, c'est parti, on déroule le CV. Et ça commence par le CD Cobreloa. Ensuite, il passe au vinyle Udinese. Ça, c'est une blague de merde, je sais pas si vous l'avez. Non. Aïe, 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 le Non, je l'ai pas. CD Cobreloa. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, non, non, mais bon, je fais plus de blague en introduction. Je me suis dit, en plus, celle-là, elle était pas prête. Mais surtout, qu'il y a 2 autres clubs avant l'Udinese, non? Non, moi j'ai Cobreloa en 2005-2006 et après j'ai l'Udinese à 2000. Il y a Colo Colo quand même. Oui, c'est des prêts, je crois. Bah, ça compte pas. Si, mais il va le dire. Ah, d'accord. Regarde. Ah oui, non mais attends, mais calme-toi. Ah, excuse-moi. Cobreloa, Udinese, il rejoint donc en... T'étais juste pressé de faire ta vanne en fait. Ouais. Il débarque en 2006 et là j'y arrive, ne t'inquiète pas, il y a 2 prêts, donc à Colo Colo en 2006-2007, à River Plate en 2007-2008. Donc ensuite il termine à l'Udinese jusqu'en 2011. Il rejoint le Barça en 2011 pour 3 saisons, Arsenal pour 3 ans et demi puisqu'il part en milieu de saison, à Manchester United en 2018. Du côté d'United, il va être prêté pendant 1 an à l'Inter. Au final, il va faire qu'une seule saison, une demi-saison même en fait, quand je suis en train de réaliser. Ouais. Il fait une demi-saison et ensuite il est prêté 1 an à l'Inter pour finalement être acheté définitivement par l'Inter où il restera jusqu'en 2022. Et ensuite, il y a l'OM pour une saison en 2022-2023 et le retour à l'Inter. Et là, je crois qu'il va pas être gardé par l'Inter et je sais pas où il va aller, à Colo, à machin. Il va encore faire 7 clubs jusqu'à 40 ans. C'est interminable comme parcours. Il y a un point qui m'a marqué moi sur Alexis Sanchez en préparant cet épisode. J'ai l'impression qu'à aucun moment, sauf à l'OM, mais vous allez m'arrêter si je me trompe, il a fait vraiment l'unanimité dans les clubs dans lesquels il est passé. Si, Arsenal aussi, bien sûr. Arsenal au début et l'OM. Mais quand on pense à Alexis Sanchez, à l'Inter, au Barça, Udinese, bon, c'est un peu le début de la hype, etc. Il n'y a jamais eu un moment où je trouve il a été la tête d'affiche du club. Oui, mais est-ce qu'il avait le profil pour l'être aussi? Quand il arrive au Barça, Guardiola le prend plutôt pour faire le boulot collectivement. De toute façon, il y avait trop de stars au Barça à ce moment-là. Arsenal, j'ai l'impression qu'on s'attendait pas à ce que ce soit aussi bien quand même si... il arrive avec de grosses attentes quand même. Ouais, je sais pas. Moi, je pense c'est tout simplement pas dans son profil d'être le joueur qui porte une équipe et qui du coup va être un symbole de réussite. Moi, c'est plus comme ça que je le vois parce que c'est aussi un joueur de collectif et c'est aussi un joueur qui est capable de se mettre un petit peu en retrait pour faire des choses plus laborieuses justement. Donc, c'est là où je pense qu'il a fait naître des espoirs, c'est qu'avec le Chili pour le coup. Il avait plus une image de leader à la fois charismatique, qui emmène ses coéquipiers, et de leader technique. Et pour le coup, le Chili, ça a été, je pense, une des équipes sud-américaines les plus excitantes des années 2010. Quoi. Ouais. Et c'est incarné, je trouve, par Alexis Sanchez. Il gagne quand même 2 Copa América, les 2 seuls de l'histoire du pays. Et c'est même à se demander, c'est le mec qui a le plus de caps, le mec qui a marqué le plus de buts. Je pense qu'en vrai, c'est le meilleur joueur de l'histoire du Chili. Quoi. Ouais. Donc ça pèse mine de rien. Et je trouve que en effet, en club, il n'a jamais été le mâle alpha et il n'avait probablement pas l'étoffe pour l'être dans un très grand club européen. Mais en effet, je pense que ce qu'il a fait avec le Chili a fait naître des espoirs peut-être un peu démesurés, notamment à Arsenal. Non, moi, je pense que mon avis est complètement biaisé par son passage à l'OM. Parce qu'à l'OM, il a quand même... Ça serait surprenant, ça. Non, mais positivement. À l'OM, il a porté le club. Oui, mais justement, quand tu... sur ses épaules. Et du coup, moi, j'avais... rétrospectivement, en me repenchant dans son parcours, j'avais cette attente de le voir faire dans ses autres clubs ce qu'il a fait à l'OM, en me replongeant dans le parcours. Et c'était un peu moins vrai parce que je trouve que, mais de toute façon, tant dans ce qu'il a incarné que dans le profil de joueur, il y a le Alexis Sanchez là qu'on a vu à l'OM et il y a le Alexis Sanchez du Barça et d'Arsenal, c'est-à-dire Barça-Arsenal, vrai ailier pur, joueur de percussion, beaucoup de courses, etc. Là où l'OM, il a continué évidemment à être très généreux dans ses efforts,
mais on a découvert ou redécouvert un joueur beaucoup plus concentré quand même dans la zone de vérité, beaucoup plus axial, qui a très souvent joué neuf, on est d'accord. Hein. Donc ça c'est vraiment un truc parce que voilà, son profil diffère des deux autres, joueur beaucoup plus complet, mais alors lui la manière dont il s'est réinventé, je trouve sur sa fin de carrière pour continuer à performer est très intéressante. Mais moi je trouve qu'il y a eu une vraie évolution dans toute sa carrière parce qu'à l'Udinese il se révèle en tant qu'ailier droit justement. Ouais. Et Guardiola le veut en tant que numéro 9 parce qu'il veut s'en servir pour le premier rideau, parce qu'il aime son énergie, etc. Et puis Arsenal, même sur sa meilleure saison, j'ai quand même beaucoup de souvenirs où il est ailier gauche. Oui. Mais au Barça, c'était plus à droite, non ? C'est moi qui ai des mauvais souvenirs. Ouais, moi j'ai plus de souvenirs, mais c'est possible. Mais j'ai plus de souvenirs en neuf. Moi j'ai souvenir d'un but contre le Real. En neuf, espèce de faux neuf là, à la Fabregas. Donc ouais, c'est un joueur qui a été capable d'évoluer. Mais après, évidemment, avec l'âge, les qualités qui furent les siennes au pic de sa carrière ont fini par s'atténuer. Et donc après, il a beaucoup misé sur sa générosité, sur son leadership, etc. Et c'est ce qu'on a vu à Marseille. Mais sans faire injure à l'OM que j'aime, mais quand tu vois son CV, il y a une évidence quand même. C'est évident que il n'était pas leader à l'Inter, il n'était pas leader à Arsenal, etc. Quoi qu'Arsenal, il a été quand même un moment. Mais il avait quand même l'envergure pour être le leader qu'il a été à l'Olympique de Marseille. Parce qu'il y a une différence d'échelle entre ces clubs-là, tout simplement. Les joueurs qui est autour. Et j'avais plus en tête justement à quel point, entre sa dernière grosse saison Arsenal, qui est en gros 2016-2017, et son arrivée à Marseille, c'est que des saisons où il est super sub, utilisé un petit peu en sortie de banc, il est quasiment jamais titulaire. En fait, les saisons, elles sont à 1500, 1700 minutes, alors que quand il est titulaire, c'est plus du 2500, 2600. Enfin, il est vraiment utilisé dans un rôle très particulier où on le fait rentrer en cours de match, un peu impact player. Ses stats, ça reste tout à fait honnête, mais par contre, son utilisation a vraiment évolué. Quand il est dans un effectif, c'est plus un joueur sur lequel on compte absolument, qui est l'un des premiers couchés sur le 11 de départ chaque week-end, quoi. C'est depuis pendant 6 ans, vraiment, il a une utilisation très très parcimonieuse dans ses clubs, quoi. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'OM on se demande s'il va être capable de tenir toute la saison sur ce rythme, parce qu'il avait plusieurs saisons où il n'avait pas le rôle d'un titulaire indiscutable, alors que à l'OM on a vraiment tiré sur la corde avec lui, quoi. Ouais, mais voilà, c'est typiquement un joueur qui a besoin d'être au cœur du projet. Ça paraît banal de dire ça, mais tu as des joueurs qui sont très à l'aise en sortie de banc. Lui non, il a besoin, même pour se mettre dans un match, il a besoin de plus de 20 minutes, une demi-heure. Tu parlais de l'aspect statistique, 700 matchs en carrière, je crois que c'est assez nettement plus que les deux autres, alors qu'il est plus jeune. Ouais, en tout cas, c'est nettement plus que Falcao, un peu plus que Cavani. Et lui, donc des statistiques qui correspondent à son profil, moins de buts, 202, mais il est à 147 passes décisives. Donc voilà, on en revient. On peut peut-être aller au bout de la question sur son profil, mais à ce joueur très complet, qualité technique quand même très très intéressante, beaucoup de buts spectaculaires. Voilà, on a un joueur de top niveau qui sait à peu près tout faire. Ouais, je trouve qu'il sait. C'est pas un hasard quand tu passes par le Barça de Guardiola, puis par l'Arsenal de Wenger. Ouais. C'est quand tu sais connecter avec les autres. Tu es aussi un travailleur, en effet, comme l'a dit Jab, sans ballon. C'est quand même des équipes, des groupes qui mettaient le collectif au-dessus de tout. Et Alexis Sanchez était vraiment capable de s'intégrer là-dedans. Et il n'a pas un QI football exceptionnel comme on a pu évoquer avec d'autres joueurs, mais c'est quelqu'un de très intelligent quand même dans sa façon d'être, dans sa façon de faire les choses, et comme on l'a dit déjà, sa capacité à s'adapter, à se réinventer, c'est une preuve de cette intelligence sur le terrain. C'est aussi pour ça, à mon sens, que c'est un joueur qui est plus à même de durer que les deux autres qui, eux, avaient des qualités athlétiques peut-être un peu supérieures au départ. Alexis Sanchez, c'est quelqu'un avec un profil physique très banal. Il fait 1m69, il n'est pas spécialement rapide. Donc forcément, toute sa carrière, il a été obligé de s'adapter à ça. Et voilà, il a été obligé de développer d'autres qualités. C'est marrant sur l'aspect vitesse. Alors, pareil, vous allez vous foutre de notre gueule sur nos sources, mais Wikipédia. J'ai lu qu'il faisait partie à une époque des top joueurs en termes de pointe de vitesse. J'étais Italie très surpris de lire ça. Je sais plus si en première ligue peut-être. Je sais plus si c'était son époque. Genre de stats. Ouais, et puis les calculs de vitesse en première ligue. Ouais. C'est après avec ballon, sans ballon. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'en plus c'est pas les souvenirs que j'ai. Moi, j'ai limite plus de souvenirs d'un joueur un peu lent à se mettre en route que l'inverse. Mais sur sa fin de carrière plutôt. Oui.
Oui. Parce que en fait, encore une fois, je suis biaisé par les souvenirs très frais de, Bah oui, non, mais c'est sûr. de l'OM. Mais si tu revois certaines images de ce qu'il a fait à l'Udinese, c'était vraiment, pour le coup, c'était vraiment le pur ailier, en plus à droite sur son pied droit, donc c'était vraiment du débordement. Mais après, évidemment, avec l'âge, ça c'est un petit peu tari. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé chez Sanchez, notamment lors de son passage à Marseille, c'est son état d'esprit. Parce que quand il arrive, tu te dis que le mec est au-dessus du club. Enfin, quelque part, il a une dimension qui est supérieure à celle du club. Et en fait, quand il arrive à la conférence de presse, sa première conférence de presse, il dit que lui, il vient pour Marseille et que son objectif, c'est aussi de découvrir autre chose et de gagner des titres avec un nouveau club. Enfin, vraiment, il est vraiment le joueur de collectif. Tu sens que c'est vraiment le joueur qui va faire du bien dans un vestiaire, quoi. Mais c'est marrant, ça c'est très très perso, mais autant je suis d'accord avec vous, de toute façon je peux pas nier ce que tu viens de dire sur ses propos quand il arrive, etc. Impossible de nier ce que tu disais Geoffrey sur sa connexion aux autres, mais dans ce qu'il dégage, dans ce qu'il renvoie, j'ai toujours l'impression qu'humainement il est un peu déconnecté des autres, qu'il est dans sa bulle. Ouais, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Il dégage quelque chose de particulier, et même quand tu regardes son parcours, il y en a quand même de partout. Il y a un peu une logique carriériste aussi, je trouve. T'as pas l'impression qu'il y a un attachement incroyable au club par lesquels il passe. Oui, et puis toutes les performances de lui dont tu te souviens, typiquement on parlait de Falcao avec Mbappé, on parlait de Cavani avec Zlatan, lui on n'a personne à qui on peut l'associer réellement, et même à Marseille encore une fois. Beau séjour, quel joueur. Non, Vargas au Chili. Non mais oui, parce qu'il y a le collectif du Chili qui était très fort à ce moment-là, mais dans sa carrière en club, c'est plus difficile de trouver une association avec un joueur avec qui ça a vraiment bien marché. Et même pour revenir encore une fois à Marseille, parce que c'est là où je l'ai le plus vu évidemment, il y a des fois où tu sais pas si sur le terrain il faisait des reproches à ses coéquipiers ou s'il les embrouillait ou s'il les encourageait. Enfin, c'était vraiment bizarre. Et ouais, effectivement, il a une attitude qui est particulière. Je trouve que ça a des fois avec son style avec le ballon. C'est Moussiala aussi dont on disait ça. Je trouve que c'est un gars qui est beaucoup tête baissée, un peu bison, qui fonce un peu dans le tas. Et c'est assez paradoxal parce qu'il est quand même très à l'aise pour faire le décalage, pour donner le ballon au bon moment. Mais il y a des moments où il va un peu foncer comme ça et avoir des contres favorables à l'énergie. Et c'est vrai que ça va, je trouve, avec cette attitude parfois un petit peu auto-centrée, quoi. Ouais, et d'ailleurs, tous ces moments forts, ces buts marquants, etc., c'est quand même beaucoup de trucs qui va se chercher tout seul, où il n'y a pas vraiment de connexion avec les autres, où tu n'as pas un souvenir d'une action collective incroyable dont il est à la conclusion. Non, c'est beaucoup de trucs où il prend le ballon. Il y a 2 crochets brillants, un contre favorable à l'épaule et une grosse frappe de mule. Voilà, il y a un côté très individualiste aussi chez ce joueur. Est-ce qu'on a des choses à rajouter, messieurs ? Un petit point, c'est juste sur son palmarès qui est beaucoup plus fourni. Alors sur le papier, même si son rôle n'a pas toujours été éclatant, mais beaucoup plus fourni que les 2 autres. Aussi, ça Geoffrey l'évoquait avec sa sélection, évidemment. En termes de titres, je pense qu'Edinson... Ouais. Il en a 19, je crois. Toi. Oui, mais je voulais rien qu'au PSG, 6 Ligue 1. il a 19 titres. Ouais, mais nationaux. je voulais pas comparer un titre de Ligue 1 avec un titre de Première Ligue. Non, mais c'est vrai qu'Alexis Sanchez, il est partout sauf il Serie A. est champion partout où il passe sauf en Première Ligue. Et effectivement, c'est 2 Copa América de suite. Faut rappeler aux gens qui n'ont pas l'habitude de regarder ça à quel point c'est dur comme compétition la Copa América. Et par contre, il y a un petit côté, c'est qu'il arrive. La preuve, ils ont dû faire une Copa América par an pour que Messi la gagne. Donc, il arrive au Barça en 2011 et il en part en 2014, donc en gros entre 2 victoires de Ligue des Champions. Ouais, c'est ballot. Parce que c'est vrai que moi, instinctivement, j'ai cherché un peu la Ligue des Champions dans son palmarès, mais non, c'était pas le bon moment, Alexis. Il fait vraiment la transition entre Guardiola et la MSN, quoi. En parlant de transition, je fais celle vers notre temps additionnel. Bien c'est joué. parti. La passe D. Additionnel, 3 minutes minimum. 3 minutes de bonheur en plus. Allez, Julien, je te laisse commencer pour ton classement. C'était dur là de faire le petit classement parce qu'il y a l'affect, il y a les faits, c'était difficile, mais en tribune je vais quand même mettre Edinson Cavani. Je suis désolé. Et pourtant il fait partie des joueurs du PSG que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais voilà, c'est aussi pour ce qu'on évoquait. Pour moi, il y a eu l'argument Massus et il n'y a pas assez de moments forts dans sa carrière en club pour que ça aille plus haut. En remplaçant, je mets Alexis Sanchez. Pour tout ce qu'on a évoqué, parce que polyvalence, parce que je suis convaincu qu'un joueur qui évolue dans autant de grands clubs, dans autant de championnats différents, a quelque chose en plus. Sa saison à Arsenal, même si c'est Arsenal, est extraordinaire. Son état d'esprit, voilà, c'est aussi quelque chose que j'apprécie. Ces joueurs laborieux, même si là pour le coup on a 3 joueurs de collectif.
Et puis en titulaire, je mets Radamel Falcao parce que là, l'affect évidemment joue énormément, parce que j'ai aimé à quel point il a été spectaculaire, parce que j'ai aimé ses campagnes de Ligue Europa, parce que j'ai aimé le fait qu'il ait su se réinventer après sa blessure à Monaco. Voilà. Je suis content parce qu'on va avoir 3 classements différents. Parce que j'ai vu Geoffrey se décomposer. Malheureusement, Edinson Cavani, il est encore au placard chez moi. Pour le coup, l'argument du manque de moments forts, je le répète. Il me manque quelque chose, il me manque des souvenirs forts. Et même en termes de joueur, c'est pas un joueur qui m'a fait vibrer. De par ce qu'il faisait, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait. Faut voir la tête de Geoffrey là. Non mais voilà, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup apprécié de par ce qu'il dégageait, de par ce qu'il représentait, etc. Mais le joueur de football Edinson Cavani, en tout cas celui du PSG, donc celui dont j'ai le plus de souvenirs, ne m'a pas fait vibrer. Est-ce que j'aurais un autre classement si je m'étais beaucoup plus... S'il avait joué à Lyon. Si je m'étais beaucoup plus repenché sur l'époque napolitaine et Palerme, certainement. Mais là... Non, il me manque, il m'a pas fait vibrer, je me suis rarement levé de mon canapé pour Edinson Cavani. En deuxième, je mets donc Radamel Falcao parce que lui, il m'a fait lever de mon canapé. Beaucoup de souvenirs forts de cette campagne 2016-2017 de Ligue des Champions de l'AS Monaco. Au-delà du titre en Ligue 1, moi c'est surtout leur campagne en Ligue des Champions. Évidemment qu'on se souvient beaucoup de Kylian Mbappé parce que c'est les premiers souvenirs de Mbappé qu'on a tous. Mais Falcao, cette saison-là, extraordinaire. Tu reparles de son but contre Manchester City. Vraiment, je me souviens où j'étais. Je me souviens comment j'ai hurlé sur ce but. Et j'ai jamais suivi une autre équipe française avec autant d'affect que ce Monaco-là, cette saison-là. Donc, Falcao en faisait beaucoup partie. Et qu'en termes de numéro 9 pur, je le préfère dans ses qualités à Edinson Cavani. Et en titulaire, je vais mettre Alexis Sanchez. Ce qui peut paraître un petit peu injuste, parce qu'on le disait au début... le choix de le mettre dans ce trio-là, c'est un peu difficile de dire il est plus complet que les autres, mais forcément parce qu'il joue à un autre poste et que c'est pas un vrai numéro 9 comme les autres. Donc ce serait un peu injuste pour les autres de dire Sanchez est plus complet que vous. Ouais, forcément, il joue pas au même poste. Donc l'argument est pas terrible. Mais à l'inverse, je trouve que si on se concentre que sur les qualités d'attaquant d'Alexis Sanchez, je dis pas qu'il les regarde dans les yeux, mais pas loin, parce que c'est un excellent finisseur aussi. Il a un excellent sens du but qui nous a notamment prouvé à l'OM. Il a plutôt les deux pieds, de la tête il est pas cata non plus, il frappe les coups francs, il frappe les coups de pied arrêtés, donc ouais vraiment même dans la zone de vérité je trouve que c'est un joueur qui est très intéressant, donc ça contredit mon argument d'avant mais finalement ça me conforte dans l'idée de le mettre en numéro 1 et vraiment ces 2 titres puisqu'on parle quand même de football sud-américain, de football de sélection aussi, ces 2 titres de suite avec le Chili, immense respect et il est titulaire, il joue toutes les minutes de ces 2 compétitions, donc vraiment grand bonhomme chilien. Bon. Edinson. Quand même mettre un peu de respect sur Edinson Cavani, que je vais prendre en titulaire. Dans l'absolu, je suis assez d'accord avec vous sur les reproches que vous lui faites. Moi, ce que je vais mettre en avant, c'est d'abord ses statistiques. Alors oui, certes, il a bénéficié du collectif du PSG, etc. Mais encore une fois, sa saison de 2016-2017, où c'est le leader de cette attaque, dans une équipe qui a perdu, on va dire, ses stars, enfin sa star à ce moment-là, Zlatan Ibrahimovic, et qui n'a pas encore Mbappé et Neymar, arriver à mettre 49 buts toutes compétitions confondues dans ce PSG-là, c'est très fort, vraiment vraiment très fort, et finalement il a enchaîné les saisons, parce que même à Naples il y a des saisons à plus de 30 buts, 3 saisons de suite, c'est vraiment un vrai buteur. Et alors certes il n'y a pas des moments forts de Ligue des Champions qui peuvent marquer les gens, mais par exemple, désolé Jap, mais son but égalisateur au Vélodrome sur coup franc à la dernière minute. Là pour le coup je me souviens d'où j'étais. Moi qui étais au Vélodrome, c'est un moment vraiment intense, et il y a quand même pas mal de petits moments comme ça. Il met pas mal de buts dans les finales de coupe. Voilà, c'est peut-être un peu parigo parisien, mais il y a quand même des moments importants chez Edinson Cavani. Je trouve qu'on lui fait beaucoup de reproches qui sont pas toujours justes, et aussi sur son manque d'efficacité supposée, quoi. C'est un gars qui se crée tellement d'occasions qu'il y avait du déchet, mais voilà, avec de tels stats, ça reste un attaquant de très très haut niveau, et j'apprécie aussi mine de rien sa polyvalence, même si elle a été parfois subie. Le fait de pouvoir jouer sur les 3 postes de l'attaque, c'est quand même important. En remplaçant, je vais prendre Alexis Sanchez, parce que comme tu le dis, c'est vrai que c'est un peu injuste pour les autres de mettre en valeur sa polyvalence, mais mine de rien ça démontre quelque chose que moi j'apprécie toujours chez les joueurs, c'est l'intelligence, c'est la capacité
a interprété beaucoup de rôles différents. Y compris quand il était à l'OM, on l'a vu dans un rôle où il se rapprochait des autres, c'est-à-dire en pointe, et il était capable d'évoluer dans différents rôles dans ce même poste de numéro 9, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et énormément de cœur pour cette équipe du Chili des années 2010, vraiment, qui m'a énormément marqué. Là où on a dit que l'Uruguay était peut-être passé à côté de quelque chose en 2018, le Chili est certainement passé à côté de quelque chose en 2014. Ils sont tout près de sortir le Brésil en 8e, ils sont éliminés au tir au but, après avoir touché la barre en fin de prolongation, en fin de temps réglementaire, je sais plus, mais il y a une énorme occasion qui peut les faire passer. Donc voilà, je pense que Sanchez m'a énormément marqué aussi par ce biais-là, et c'est pour ça que je le prends en remplaçant, et Falcao au placard, parce que en fait le prime de Falcao il est trop court. Et en fait il y a 4 saisons, on va dire, entre Porto et Atlético, puis il y a cette saison avec Monaco après la blessure. Finalement, il y a 5 saisons qui comptent vraiment dans la carrière de Falcao. Pas d'impact énorme avec la sélection. Donc oui, c'est un joueur un peu frisson qui dégage énormément de bonnes vibes, je trouve. Mais si je prends les choses un petit peu factuellement et avec un peu de froideur, je trouve que en fait, c'est trop court. On n'a pas assez vu du grand Falcao sur l'ensemble de sa carrière pour le mettre devant les deux autres. Moi, c'est intéressant. Je suis vexé. Tout le monde est vexé. Moi, je suis ni vexé, je suis content. Il n'y a pas d'affect dans cet épisode, donc j'étais tranquille. Objectif. En parlant d'objectif, qualification en quart de finale de l'Euro pour l'équipe de France ce soir. Faut pas trop en dire parce que si ça se passe mal. Est-ce qu'on se prend un petit risque et on se fait un petit prono pour qu'on se marre à la sortie de l'épisode 2 semaines après ce match? Aïe, je veux pas commencer. J'en ai aucune idée. C'est 2-0. 2-0 pour l'équipe de France. Tu as annoncé un 2-0 assez rapide, même en première mi-temps. J'imagine un match qui peut potentiellement être plié assez rapidement. Moi, vous voulez que je vous dise, on va se qualifier au tir au but. Oh, l'histoire. Ah ouais. Ça serait beau ça. Ouais. Ça ferait kiffer parce que là, en termes de somme, les Belges. Thibaut Courtois qui ferait une interview après le match. Oui, mais j'étais pas là. L'accent catastrophique. Ok, Michel Leb. C'était une catastrophe. Moi je prédis un grand match de Kylian Mbappé. Je sais pas si c'est le cœur qui parle, mais j'ai l'impression qu'il va s'énerver, il va enlever son masque et il va rouler sur. Moi, depuis une semaine, j'annonce un grand grisou. Oui, c'est vrai. Tu nous l'as dit. J'aimerais bien, putain. Mais là, je sais pas si on dit ce qu'on prévoit ou ce qu'on aimerait. Après, prévoir, c'est impossible. Enfin, oui, c'est l'euro. Non, et puis dans le sens où il y a énormément d'affect, donc les prévisions, c'est toujours biaisé dans un sens ou dans l'autre, quoi. Bon, on souhaite beaucoup de courage au coéquipier Didier Deschamps. Et à la France. Au coéquipier Didier Deschamps, qui sera aligné en numéro 6 ce soir devant la défense, 4-4 des losanges. C'est un 4-5-1 là. Chouameni, Deschamps. On en profite quand même, parce qu'on parle de Deschamps et de la Belgique, pour s'excuser auprès de tous nos amis belges, peut-être qui nous écoutent, pour la prononciation de Didier Deschamps, des noms des joueurs belges, qui a quand même enchaîné. Dans Téléfoot, Jérémy Djokou, ou Djikou, je sais plus. Non, Djokou. Lou Bekabo pour Lou Kebakio. Et qu'est-ce qu'il y a? Et De Burn, limite il dit De Burn. Kevin 2, 3 Burn, bon on verra ce soir. Non, c'est catastrophique. Didier, s'il te plaît, respecte un peu là, parce que ça va ressortir. Mais après, c'est pas une question de respect. Zaïre Emery, il y arrive toujours pas. Donc, C'est peut-être pour ça qu'il ne veut pas jouer, parce qu'il arrive pas à l'appeler. Faire rentrer Fofana. Bon, allez les Bleus, merci pour votre fidélité, et puis on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut. Ciao.